Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, un des facteurs centraux de la création de valeur et d'emplois selon le nouveau modèle de développement. Il s'agit de l'industrialisation ou la diversification de l'industrie Made in Maroc. Quelles sont les mesures concrètes pour activer cette diversification? Avec quels capitaux? Quelles sont les niches à exploiter? Le rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement prône une égalité des chances économiques. Alors comment séparer entre le politique et l'entrepreneuriat, par exemple? J'accueille pour répondre à ces questions un des membres de cette commission spéciale sur le modèle de développement. Mohamed Ben Moussa est l'invité de Questions Éco ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Ben Moussa, Mohamed, économiste et membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Bonsoir Mohamed Ben Moussa, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Madame Ihsan, merci de m'accueillir. Bon, une question que je n'avais pas réellement préparée, mais à fur et à mesure que je lis et relis certains passages de ce rapport, cette question me vient à l'esprit. Combien de temps faut-il pour comprendre ce rapport ainsi que les annexes, les 3 annexes dont il est question dans ce rapport de la commission spéciale? Écoutez, moi je pense que la plupart des citoyens ne sont pas surpris par le contenu de ce rapport parce qu'ils ont participé à la construction de ce rapport. Rappelez-vous la démarche participative Oui. où la commission a eu à échanger, à discuter, à construire une intelligence collective à la fois avec les représentants de la nation, les partis politiques, les syndicats, les organisations professionnelles, le monde universitaire, mais aussi avec les citoyens eux-mêmes, à travers près de 10 000 contributions directes reçues et à travers une trentaine de visites de terrain. Faudrait le lire combien de fois pour le comprendre? Écoutez, moi je pense qu'il faudrait le lire une seule fois, mais avec concentration et avec empathie. Très bien. Vous avez parlé, et avec critique aussi, parce qu'il s'agit aussi d'avoir... Bien sûr. Donc, parmi d'ailleurs les critiques, vous avez parlé de l'approche participative. L'esprit critique est un marqueur du nouveau modèle de développement. Les critiques ne concernent pas la Commission. Les critiques concernent la situation de notre pays. Non, je parle vraiment que des critiques du rapport. Les critiques concernent la situation du pays, de notre pays, l'état des lieux, qui a permis de mettre en évidence des acquis importants, incontestables, mais en même temps des limites, des dysfonctionnements, des attentes très importantes, des exigences de nos concitoyens pour lesquelles les réponses ne sont pas données. Donc aujourd'hui, l'idée est de pouvoir proposer un certain nombre de recommandations, un certain nombre de réformes qui sont susceptibles de dépasser ces contraintes. Et s'il fallait les résumer en un seul mot, s'il fallait résumer nos faiblesses, nos limites en un seul mot, je vais dire que c'est la gouvernance. Nous avons un problème de gouvernance de nos stratégies, de nos politiques publiques, de la relation entre l'État et les agents économiques, la relation également entre les agents économiques eux-mêmes, entre les territoires, les régions, entre les grandes entreprises, les PME. Donc il faut rétablir des normes de bonne gouvernance, de transparence, d'équité, d'égalité des chances pour pouvoir recouvrer la confiance qu'il faut absolument construire entre les Marocains eux-mêmes d'une part et entre les Marocains et les institutions de notre pays. D'abord, l'origine même des recommandations. Ce ne sont pas des recommandations qui émanent d'une commission avec une approche verticale qui tombe du ciel. Non, ces recommandations sont pour la plupart, je dis bien pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart, l'expression d'un consensus général. Nous avons essayé de retrouver dans nos recommandations le plus large dénominateur commun qui regroupe les perceptions et les recommandations des Marocains et des représentants des Marocains, j'en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui permet de créer la convergence. Le deuxième élément, c'est que nous avons prévu ou proposé un certain nombre d'instruments pour retrouver cette confiance. Des instruments d'abord de cadre réglementaire, de nature législative, avec des réglementations, des lois qui cherchent à déconstruire l'économie de la rente. Qu'appelez-vous économie de la rente C'est une économie qui est basée sur un déséquilibre des chances
entre les opérateurs économiques, entre les citoyens. Lorsque vous avez une égalité de chance et que c'est le plus méritant qui aboutit à un résultat positif, vous êtes dans une économie libre, régulée, équitable. Lorsque vous avez des biais à cette égalité des chances à travers des barrières administratives, des complications administratives, à travers des agréments indus qui sont donnés dans un cadre opaque, à travers des dérogations, lorsque vous êtes dans des situations de marché où vous avez des positions dominantes, des Absolument. oligopoles, Mhm. voilà. Eh bien là, vous êtes dans l'économie de la rente et on l'a vu dans certains secteurs, comme par exemple le secteur des hydrocarbures, où nous avons une institution constitutionnelle qui n'a pas encore eu la possibilité, parce qu'elle a eu des difficultés internes, de donner son dernier mot sur les soupçons d'entente illicite sur les hydrocarbures. Mais il n'y a pas que ce secteur. Lorsque vous êtes dans une économie de marché, lorsque vous êtes dans la libre concurrence, vous faites confiance au libre jeu du marché. Évidemment, la quasi-totalité ou la majorité des opérateurs respectent ces règles, mais vous avez toujours certains opérateurs qui peuvent être dans une situation borderline, qui peuvent ne pas respecter la réglementation. D'où la nécessité, c'est une des fonctions des pouvoirs publics dans une économie libre, dans une économie de marché, que de définir des règles, mais aussi des instruments qui permettent de vérifier que ces règles sont respectées par tous. C'est la mission des organes de bonne gouvernance économique tels qu'ils sont prévus par la Constitution. Aujourd'hui, nous en avons deux principalement. Nous avons le Conseil de la concurrence et nous avons l'ANRT. Ce que nous disons dans le rapport, c'est qu'il y a d'autres secteurs qui mériteraient d'avoir des régulateurs ad hoc, dédiés à ces secteurs. Nous avons une troisième institution que j'aurais dû citer également, c'est l'Agence de l'énergie, et nous proposons que cette agence de régulation de l'énergie ait dans son spectre d'activité pas simplement le secteur de la production électrique, mais l'ensemble des énergies, qu'elles soient renouvelables ou fossiles. Comme il faudrait qu'il y ait d'autres régulateurs. Effectivement, par exemple, dans le secteur bancaire, nous avons la Banque centrale, la Oui. Banque al-Maghrib, qui exerce cette activité à côté d'autres responsabilités de conduite et de définition de conduite de la politique monétaire, mais nous pensons que la fonction de régulation du secteur bancaire par la Banque centrale doit être renforcée du fait des anomalies que les Marocains, que les agents économiques, que les TPME constatent dans leurs relations avec le secteur bancaire. Voilà pourquoi Très il bien. faut soit renforcer les prérogatives des institutions de régulation qui existent, ou lorsqu'elles n'existent pas, il faut les créer suivant les meilleures normes internationales. Alors, revenons à notre sujet aujourd'hui qui est relatif à l'industrialisation. Est-ce qu'il faudrait justement peut-être créer aussi une agence par rapport au plan sectoriel qui peut-être devrait réorienter ou à même d'avoir tout simplement plus de valeur ajoutée ou de créer plus d'emplois? Écoutez, vous touchez du doigt un point important, les stratégies sectorielles, qui ont donné des résultats intéressants, mais pas suffisants. Et le problème majeur des stratégies sectorielles, c'est qu'elles ne sont pas en harmonie, elles ne sont pas en cohérence entre elles. On dit qu'elles sont menées, conçues et menées en silo. En D'où silo, la oui. nécessité, voilà, d'où la nécessité de trouver cette cohérence. Nous avons proposé, dans le cadre du nouveau modèle de développement, un instrument qui va être placé sous l'autorité du chef du gouvernement, du pouvoir exécutif. Et cet instrument, ce sont des task forces sectorielles qui sont pilotées par le ministre de tutelle qui est le leader, la locomotive du secteur concerné, mais également avec une participation d'un opérateur du secteur privé, parce que ces stratégies sectorielles sont l'émanation et sont le reflet du partenariat public-privé. Donc, il faut qu'il y ait une véritable harmonie entre l'État et le secteur privé. Donc, une direction de ces task force par le ministre de tutelle, secondé, appuyé, accompagné par un représentant du secteur privé. Et dans ces task force, vous aurez les différents départements ministériels, les différentes entités extra-gouvernement du secteur public, du secteur privé qui sont concernés. Évidemment, toutes ces task force, il y a un chef d'orchestre et un seul et unique chef d'orchestre, c'est le chef du gouvernement qui est garant de la bonne application des stratégies sectorielles, de la bonne harmonie, de la mise en cohérence horizontale des stratégies
sectorielles et des politiques publiques. En ce qui concerne l'industrialisation, comment implémenter ces mesures-là dans des stratégies sectorielles qui dépendront de la tutelle du futur gouvernement, tout simplement, puisque nous sommes dans une année électorale. Ce qui est parfaitement normal dans une démocratie, les politiques publiques sont la responsabilité du pouvoir exécutif. Absolument. Non, ce que nous avons proposé des instruments de mise en œuvre. Nous avons proposé des instruments qui vont faciliter la coordination, la cohérence et la recherche de l'optimisation, la recherche de la performance en réponse simplement aux exigences des citoyens, aux exigences des opérateurs économiques. Voilà par rapport à la démarche. Maintenant, dans le contenu, nous sommes conscients qu'il faut qu'il y ait une diversification de notre économie, ce qu'on appelle une transformation structurelle de notre économie, parce que nous avons comme enjeu de faire croître la production de richesse, faire croître notre PIB. Nous ne pourrons pas le faire si nous conservons nos choix sectoriels actuels. Nous devons transformer notre économie en allant dans de nouveaux secteurs, dans de nouvelles filières. Et quand je dis nous, c'est-à-dire l'ensemble de la nation, essentiellement le secteur privé, mais aussi l'État qui peut être un accompagnateur et un facilitateur. Et nous avons identifié, il serait difficile de vous le dire en quelques minutes ou quelques secondes, mais nous avons identifié plusieurs secteurs, plusieurs filières sur lesquelles il va falloir réorienter l'investissement national, qu'il s'agisse de l'investissement public ou de l'investissement privé national ou international. Parmi ces secteurs, ce qu'on appelle nous les filières ou secteurs d'avenir, c'est l'industrie, c'est l'agro-industrie, c'est les énergies renouvelables, c'est l'industrie pharmaceutique, les équipements médicaux. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que l'État devrait réorienter le secteur privé dans ses choix d'investissement. L'État doit d'abord réduire, puis ensuite supprimer toutes les dérogations, toutes les subventions, toutes les aides financières, bancaires, foncières, fiscales qu'il accorde au secteur privé dans les secteurs qui sont arrivés à maturité, qui sont dits traditionnels, qui ne créent pas de valeur, qui ne créent pas d'emplois, décents, qui ne permettent pas d'accueillir. Vous avez cité le secteur immobilier. C'est un des secteurs. Parmi d'autres. Par contre, l'État, parmi d'autres, il y en a d'autres, dans les services, dans l'importation d'un certain nombre de produits manufacturés qui n'induisent pas une industrialisation de notre économie, dans la grosse agriculture, dans ce qu'on a appelé le pilier 1 de Maroc Vert, aujourd'hui Génération Green. Donc, vous avez un certain nombre de secteurs où l'État doit lever la main parce qu'ils ne sont pas producteurs d'emplois décents pour les Marocains. En revanche, l'État doit réorienter toute sa politique incitative vers les secteurs que je viens de vous indiquer. Évidemment, l'État ne va pas investir. L'État peut être une locomotive, peut être un pionnier, oui, mais l'État est le plus gros investisseur. Un facilitateur. Non. Certes, vous parlez d'une économie de marché, c'est un investisseur aussi, l'État, à qui on demande aussi tout simplement des résultats, limite d'investissement. Parce qu'on dit, l'État investit tant, on devrait avoir tant de points de croissance. Donc, in fine, on demande un peu à l'État aussi de jouer le rôle d'investisseur. Bien sûr, ce rôle est affirmé dans le nouveau modèle de développement. On a un État régulateur, stratège, protecteur, mais aussi investisseur. Ce que je voudrais dire avec insistance, c'est que l'État doit être un investisseur pionnier, un investisseur anticipateur, un investisseur accompagnateur. Ça ne doit pas être un investisseur durable. Il doit être un peu la locomotive, montrer le chemin au secteur privé et pousser le secteur privé à investir massivement dans ces filières d'avenir pour ensuite se retirer. Et un des instruments qui permettra à cette transformation structurelle de notre économie et qui permettra la relance de l'investissement privé national et international, c'est notamment le Fonds Mohamed VI pour l'investissement et à terme, une banque publique d'investissement. Une banque publique d'investissement, oui, et aussi, vous avez parlé des choix sectoriels. Qu'en est-il des choix fiscaux ? La réforme de la fiscalité, Mohamed Ben Moussa, qui pour certains observateurs est le parent pauvre de ce rapport. Qu'en dites-vous ? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cette politique fiscale, mais avec du concret, à même d'inciter les entrepreneurs à investir davantage et d'investir intelligemment surtout ?
Bien, je dirais à ces observateurs qu'ils devraient écouter votre conseil de départ au début de l'émission. Ils devraient relire le rapport plusieurs fois et pas une seule fois. Alors, plus sérieusement, je vais répondre à votre question. La réforme fiscale n'est pas le parent pauvre du nouveau modèle de développement. Au contraire, c'est une des disruptions les plus importantes. Et les recommandations de la Commission vont au-delà des propositions qui ont été faites dans le cadre des troisièmes assises nationales de la fiscalité. Mhm. Nous considérons que la fiscalité a une double fonction. Une fonction d'orientation justement des comportements économiques, qu'il s'agisse des comportements d'épargne ou d'investissement, et c'est l'objet de votre question, et j'y reviendrai, mais aussi une fonction de redistribution des revenus des richesses nationales. Et la Absolument. dimension redistributive est très importante dans nos propositions de réforme fiscale. Alors maintenant, je vais revenir à la première fonction, qui est celle de l'orientation de l'acte d'investir. Je vous ai dit tout à l'heure que l'État devait déconstruire sa politique incitative qui aujourd'hui est arrivée à ses limites et qui ne produit plus suffisamment d'emplois décents pour notre pays dans certains secteurs pour l'orienter vers d'autres secteurs. L'État doit également prendre d'autres dispositions qui sont de nature à rétablir la confiance qui doit exister entre le contribuable et l'administration fiscale. Alors, parmi ces mesures, nous avons proposé de maintenir à un niveau relativement significatif le taux d'IS, d'impôt sur les sociétés, pour les secteurs qui sont exposés à la concurrence internationale, pour les secteurs où il y a une certaine protection, pour un secteur où il y a des situations confortables oligolistiques, même s'il faut les déconstruire progressivement par la loi, par la réglementation. Mhm. Mais nous avons décidé de proposer de maintenir ces taux. Mais en même temps, nous disons que dans les filières d'avenir, nous devons réduire le taux de l'IS. Il doit être incitatif et tout à fait conforme aux taux qui sont pratiqués par les économies concurrentes à l'économie marocaine. Donc voilà une première proposition qui est de nature à orienter l'investissement vers ces secteurs grâce à la fiscalité. Mais il y a autre chose. Nous proposons également d'intégrer le secteur, les secteurs informels dans l'économie réelle à travers notamment l'outil fiscal. De quelle manière? Vous avez l'économie informelle sociale, solidaire, de subsistance, avec laquelle il va falloir que les politiques publiques s'adressent avec une empathie maximale. Et D'où ce donc, point essentiel en d'économie essayant sociale. Pardon, je d'accompagner. me permets de vous interrompre. D'où ce point essentiel très important qui a été traité dans ce rapport et qui est louable à plus d'un égard, celui de la refonte ou en tout cas du redynamisme de cette économie sociale dans notre pays, à même juste d'intégrer ces acteurs-là dont vous parlez, démunis en l'occurrence dans le secteur formel. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'informel dans le formel que nous avons dans notre pays. Ben, j'y viens, madame, j'y viens. Mais en tout cas, vous avez fait une lecture pointue et pertinente du rapport. Effectivement, l'intégration du secteur informel de subsistance solidaire eh bien, s'intègre effectivement dans la stratégie de développement de l'économie sociale et solidaire. Vous avez raison. Maintenant, il y a l'autre informel qui, lui, est structuré, qui est organisé, qui mobilise des capitaux très importants. Et cet informel structuré, vous le trouvez soit dans des entités qui sont totalement anonymes, qui n'ont pas fait de déclaration d'existence auprès des administrations fiscales, soit vous avez effectivement des entreprises qui sont connues, qui ont fait des déclarations d'existence, qui ont pignon sur rue, mais qui traitent de façon informelle une partie importante de leur activité. C'est ce qu'on appelle généralement l'évasion et la fraude fiscale. Le rapport sur le nouveau modèle de développement propose un certain nombre de recommandations pour intensifier la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, pour appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi au secteur informel industriel, même s'il faut négocier une période transitoire de mise en conformité. Nous proposons également de simplifier le Code général des impôts. Nous proposons également de renforcer les capacités et les connaissances et les outils et les instruments du Parlement pour pouvoir élaborer des lois fiscales simples, compréhensibles et efficaces. Nous proposons également de rationaliser les dépenses fiscales qui aujourd'hui représentent 3% du PIB et dont on n'a pas prouvé l'efficacité et l'impact économique et social. Nous Tout cela proposons apporterait également combien de d'ici publier 2035? de façon anonymisée. Parlons chiffres, Mohamed Ben Moussa. Cela apporterait combien? L'ensemble de ces mesures apporterait combien en termes de points de croissance? Parce que
L'ambition est grande et de doubler notre PIB à l'horizon 2035. Justement, l'apport des recettes fiscales est important. On gagnerait combien si on venait à appliquer toutes ces mesures et ces recommandations de votre commission? Avec votre autorisation, je vais terminer ma phrase et je réponds à votre question. Donc, je disais que nous allons publier, nous proposons de publier également, c'est important, la jurisprudence, de façon anonymisée, bien entendu, la jurisprudence de la Commission nationale du recours fiscal. Bien, alors, pour répondre précisément à votre question, nous avons estimé le retour sur investissement de la réforme fiscale que nous proposons autour de 3% du PIB, c'est-à-dire 30 à 35 milliards de dirhams annuellement. Je vous rappelle que le coût budgétaire du nouveau modèle de développement est estimé sur les premières années à 4% du PIB, 40-45 milliards de dirhams, et à terme, 10%, soit 120 milliards de dirhams. Donc la réforme fiscale est de nature à générer au moins 60 à 65% du coût nécessaire pour financer le nouveau modèle de développement. Et pour les 30 ou 35% restants, évidemment, nous avons prévu 4 ou 5 autres sources de financement. Je pourrais vous en dire un mot. D'où l'endettement, les partenariats publics-privés, mais il leur faudra toute une émission. Finissons justement juste par rapport à cet axe d'industrialisation. Madame, citez également la rationalisation de la dépense publique et citez également la modernisation du portefeuille public. Voilà. Oui. Et en fait, chacun de ces axes-là, et je le pense sincèrement, mériterait une émission à part entière. Mais revenons à l'industrialisation, Monsieur Ben Moussa, et en l'occurrence le financement. Parce que voilà, allez, parce qu'on parlait de financement, parlons de comment on peut envisager d'investir alors que nous traversons une crise inédite, celle de la Covid-19, où l'ensemble de la planète souffre et que la demande internationale baisse. Comment on peut envisager d'investir dans l'industrie alors que les chaînes de valeur mondiales ont été disruptées et sont amenées à connaître de nouveaux changements? Et quel accompagnement tout simplement du secteur bancaire par rapport à cela? Vous avez raison, c'est une opportunité, contrairement à ce qu'on pense. La disruption des chaînes de valeur mondiales est en train de créer des mouvements de plaques tectoniques dans les économies industrielles planétaires et il y a un déplacement de ces chaînes de valeur et le Maroc peut occuper toute sa part dans ces opportunités. Je pense que nous avons les atouts pour y arriver. Alors, comment on va financer tout ça? C'est un financement public-privé. Nous sommes tous dans le même bateau et nous devons tous nous mobiliser pour financer l'industrialisation de notre économie. L'État déjà, avec les choix d'investissement public dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la réorientation des politiques publiques incitatives, mais aussi avec un cadre de politique macroéconomique revu, refondu. C'est une des innovations. Juste pour parler avec des mots, peut-être, je vois que la sémantique est très importante pour vous, elle l'est davantage pour moi et encore plus pour les téléspectateurs. Quand vous dites des choix macroéconomiques, est-ce qu'on parle là de politique monétaire? Est-ce qu'on parle de plus d'audace dans la politique monétaire? On parle de plus d'audace dans la politique budgétaire de l'État, la politique fiscale de l'État, la politique d'échange de l'État et la politique monétaire et la politique macro-prudentielle de Banque al-Maghrib. Tous ces éléments-là constituent les marqueurs de la politique macroéconomique. Aujourd'hui, nous avons une politique macroéconomique dans toutes ces 5 dimensions que je viens de vous indiquer qui est contrariée, qui est menée dans un cadre qui est corseté. Et nous pensons que dans le cadre du nouveau modèle de développement, les pouvoirs publics, l'État, doivent se ménager des marges de manœuvre, et il y a des marges de manœuvre. La planche à billets ? Pouvoir justement… Pardon ? La planche à billets ? Non, c'est beaucoup plus subtil que cela, madame. Ça s'appelle le quantitative easing et c'est développé par la Fed aux États-Unis, par la Bank of England au Royaume-Uni et par la BCE. C'est toujours une question de sémantique avec vous, Mohamed Ben Moussa. C'est la planche à billets. Ce n'est pas la planche à billets. Non, ce n'est pas la planche à billets. Non. La planche à billets, ça s'appelle l'hélicoptère monnaie. Le quantitative easing, je vous rassure, ce n'est pas une recommandation formelle du rapport sur le nouveau modèle de développement, mais c'est une perspective sur laquelle il faut réfléchir. Ce que nous disons dans le rapport, c'est qu'il faut qu'il y ait une politique monétaire plus souple, plus adaptée aux contraintes de l'économie nationale, plus adaptée aux difficultés de nos entreprises. Nous disons également que le mandat
de la Banque centrale marocaine, qui est aujourd'hui un mandat unique, qui est celui de la stabilité des prix, la maîtrise de l'inflation, doit devenir un mandat dual. Autrement dit, que la Banque centrale doit avoir le même niveau de préoccupation à la fois pour la maîtrise de la valeur de la monnaie, donc maîtrise du taux de l'inflation, mais aussi pour la stabilité de la croissance économique et de l'emploi. C'est une évolution, voire une révolution très importante. Donc voilà, ce n'est pas de la planche à billets, mais c'est plutôt une réorientation des objectifs stratégiques de la politique monétaire. Très bien. Peut-être vraiment pour terminer, on parle d'indicateurs de résultats. Qu'en est-il des indicateurs de production en ce qui concerne l'industrie? Ben, écoutez, effectivement, nous souhaitons porter la part de l'industrie dans notre richesse nationale à une part plus importante, autour de 50%. Aujourd'hui, la part du PIB industriel par rapport au PIB national n'a pas beaucoup évolué, malgré les stratégies dont nous avons dites parlé. de 50%, c'est-à-dire la moitié du PIB d'ici 2035 sera générée par l'industrie, selon bien sûr les ambitions de la Commission spéciale sur le modèle de développement. Nous avons en tout cas une augmentation très significative de la part de l'industrie dans la richesse nationale, parce que c'est là où il y aura les gisements de création d'emplois. N'oubliez pas que nous avons 250 à 300 000 jeunes diplômés qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Oui, chaque année. Et donc, il va falloir vraiment débrider notre machine économique. Il va falloir briser ce plafond de verre de la croissance économique de 3% pour atteindre 6,5-7%. Et là où on pourra trouver des gisements de croissance économique, c'est dans le secteur industriel essentiellement. Évidemment, les autres secteurs, l'économie sociale solidaire, nous en avons parlé, l'agriculture, les services, le tourisme, l'offshoring, l'ingénierie. Mais l'industrie dans les filières d'avenir sera le premier pourvoyeur d'emplois décents pour les Marocains. Et donc, voilà, à côté de cela, nous avons d'autres objectifs, comme vous le savez, chiffrés, qui vont, j'allais dire, un peu être la boussole des politiques publiques sur les années à venir. Très bien. Merci. Merci Mohamed Ben Moussa, membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Réciproquement, merci. À bientôt. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.